Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission spéciale Fête du Trône consacrée à la sécurité. La sécurité, bien entendu, sous ses différents angles et facettes. Avec l'essor économique et l'introduction des nouvelles technologies, les menaces changent, prennent des formes inédites, se fondent sur des moyens aussi puissants que rapidement évolutifs. Cette nouvelle donne conduit les services de sécurité publique à évoluer, à s'adapter, à se structurer pour mieux répondre aux besoins et attentes citoyennes, mais aussi pour fournir renseignements et enseignements aux services de sécurité sur les menaces extérieures, désormais polymorphes. Lorsque l'on considère la sécurité d'une société, d'un État, on ne se maintient plus dans la sphère de la criminalité habituelle ou des risques terroristes classiques, car en effet, criminels et terroristes ne cessent d'innover pour accroître leurs menaces et augmentent leur recours aux nouveaux moyens dont ils disposent. Pour faire face à ces menaces, à ces défis, les services de sécurité marocains se sont rapidement et spectaculairement adaptés. Ils se sont réorganisés, ils ont multiplié les formations dans des domaines nouveaux, comme la cybercriminalité ou la criminalité transfrontalière organisée. Ils se sont spécialisés dans l'intelligence économique et dans la lutte contre les intrusions inamicales, voire hostiles. Ils ont développé les actes et actions de coopération internationale pour faire face aux menaces venues d'ailleurs. Lors de cette émission, nous tenterons donc de passer en revue et de décrypter les évolutions de la criminalité et les développements en face ou parallèle de la sécurité nationale sous l'angle de ces différentes facettes. Avec nous pour en parler, colonel Hassan Saoud. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes expert en questions sécuritaires et militaires. Moustapha Shimi, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit et politologue. Et par Skype, à partir d'Athènes, Nizar Dardabi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba, vous êtes analyste en stratégie et sécurité. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, une petite question pour définir les choses d'une manière globale. Une question donc pour vous trois. Je commence par vous, Moustapha Shimi. Donc, pour vous, quelle est la manière, enfin, de quelle manière la révolution technologique a-t-elle servi ou sert-elle les desseins criminels ? Selon, donc la question est posée à vous trois, selon chacun, selon sa spécialité, donc d'un point de vue juridique ou autre si vous voulez. Mais de quelle manière cette révolution technologique sert les desseins criminels et de quelle manière les services de sécurité marocains s'adaptent? D'abord, vous avez fait référence à la révolution technologique, évidemment. Vous avez évoqué les défis aussi, mais il faut relever l'inconnu. Nous sommes dans un monde d'accélération où ce qui va se faire demain relève pratiquement de l'impensé, de l'inconnu. On ne sait pas quel va être le monde demain, tel que c'est parti. Alors, pour les aspects que vous avez évoqués, évidemment, il y a la nécessité de s'adapter à ces mutations technologiques, à tous égards. Sur le plan de la sécurité intérieure, on va y revenir, sur le plan de la paix et de la stabilité, sur le plan de mesures devant faire face à la criminalité qui, elle aussi, s'est installée dans ce schéma de nouvelles technologies. Donc, nous sommes là face à des défis extrêmement importants. Les réponses, évidemment, varient suivant les États, mais sur ce plan-là, je dois dire que le Maroc se distingue par une prise de conscience qui a un peu tardé, c'est vrai, mais qui maintenant s'accélère, et donc il y a là une réflexion nationale qui est menée avec des mesures, on y reviendra, avec une vision, et je crois que c'est important parce que c'est une manière pour le Maroc et pour les pays dits émergents de s'accrocher au wagon des politiques publiques intéressant les nouvelles technologies. C'est-à-dire que nous avons un avantage, c'est-à-dire d'éviter tout le parcours historique des uns et des autres, des pays occidentaux développés, etc., et de faire un grand saut pour être en première ligne, nous aussi, dans ce champ technologique innovant, nouveau et imprévisible. Une prise de conscience qui a tardé ou qui a pris le temps de la maturité ou le temps de l'analyse de ce qui se passe autour, parce que ça évolue effectivement très rapidement. Hassan Saoud, même question pour vous. Révolution technologique, acte ou action criminelle, contre-acte ou contre-action sécuritaire. Il faudrait préciser quelque chose concernant la criminalité. Globalement, la criminalité, quelle qu'elle soit, a toujours eu une étape d'avance sur les services en charge de la lutte. La criminalité, la société criminelle a toujours été ingénieuse, inventive, et le mérite pour les services, c'est d'appréhender le fonctionnement et évidemment les modes opératoires dans un temps court pour essayer
d'appréhender ce système. Et la société criminelle innove. Donc, c'est valable, c'est une tendance globale. On court toujours derrière parce que c'est eux qui sont à l'initiative. Maintenant, dans le monde cyber, il ne faut jamais le dissocier du monde physique. Il faut que ce soit un continuum. Et le Maroc a bien fait de ne pas isoler les deux, comme dans certaines puissances qui se sont rendues à leurs dépens que la technologie seule ne suffit pas. C'est ce qu'on appelle l'élint et Youmint. Absolument. Et c'est une stratégie qui a porté ses fruits parce qu'on n'a pas isolé un domaine physique du cyberespace. Et le but, évidemment, c'est d'accompagner un progrès. Parce que la société criminelle s'est installée dans le cyber. Le cyber qui était un espace d'amitié, un espace où on peut s'instruire, échanger, avoir des amis. La société criminelle a profité pour être dans la bonne place avec évidemment des compétences technologiques importantes. Et c'est ça qui a fait que les États, et vous l'avez dit en entrée, l'adaptation. Et les États essayent de s'acculturer à ce mode de fonctionnement nouveau qui nécessite évidemment de la technologie, mais aucune technologie ne peut réussir sans la ressource humaine appropriée professionnellement pour faire face. Il ne faut pas oublier que la technologie est neutre et la ressource humaine ne doit pas être aliénée par cette technologie. Effectivement, les criminels vont toujours avoir une longueur d'avance parce que ce sont eux qui ont les dessins qui sont les leurs et qui forcément vont essayer de précéder et que donc la question maintenant est de réduire l'écart de cette longueur d'avance de la part de nos services de sécurité. Nizar Dardabi, à vous, donc la révolution technologique sert les dessins des criminels, mais la révolution technologique sert aussi les services de sécurité à s'adapter. Donc tout ce qui est cybercriminalité, espionnage électronique, vous connaissez ça, vous en êtes expert, à vous. Je vais commencer par un constat actuel qui est fait par énormément d'experts, c'est qu'on assiste à une criminalité organisée de son temps. Donc tous les bandes criminelles ont compris l'intérêt qu'ils ont à investir dans la technologie pour développer leurs activités criminelles. Alors que ce soit les réseaux de trafic de drogue, les groupes terroristes, les cybercriminels, mais aussi les criminels en col blanc. Alors il y a une affaire qui a défrayé la chronique. Ça s'est passé l'été dernier. C'était une opération menée par la police espagnole qui a permis d'arrêter un cartel de drogue qui planifiait d'utiliser des drones sous-marins pour le trafic de drogue. Donc on avait déjà entendu parler de l'utilisation de sous-marins en Amérique du Sud, mais là ils ont passé à une étape supérieure. Donc c'est des drones sous-marins sans aucun pilote à bord et avec peut-être une petite autonomie, mais qui est assez suffisante pour traverser le détroit de Gibraltar, qui, je le rappelle, ne dépasse pas 14 à 15 km. Donc ainsi, nous sommes passés de l'ère des aéronefs et des go-fast, c'était les vecteurs utilisés avant par les réseaux de trafic de drogue, à la nouvelle ère. Les Zodiacs qui vont très vite à des vitesses très élevées. Voilà, avec une vitesse assez importante. Exactement, pour qu'ils ne soient pas interceptés par les vedettes, soit de la marine royale marocaine ou la marine espagnole. Donc avant, c'était les aéronefs, les petits avions, les petits hélicoptères et les go-fast. Actuellement, on assiste à l'ère des drones, donc des drones normaux, volants, et des drones aussi sous-marins. Donc maintenant, il faut aussi noter un changement dans le profil des criminels. L'époque où on se rappelle de chefs de gang et criminels qui étaient des brutes violentes, qui étaient des tueurs sans aucun niveau d'éducation est dépassé. Actuellement, les criminels arrivent, grâce aux revenus générés par leurs activités criminelles, à s'équiper en différentes technologies, gadgets électroniques, comme des téléphones cryptés pour ne pas être tracés par les services de sécurité, par des kits de navigation GPS, d'ailleurs, qui sont utilisés par les go-fast pour pouvoir traverser le détroit de nuit, et un certain nombre de gadgets électroniques impressionnants. Ou bien, ils peuvent aussi faire appel à des expertises extérieures
pour développer leur business. On va alors, encore en plus entrer dans les détails, Nizar Dadabi, si vous me le permettez, parce qu'il y a des questions justement qui vont porter sur ça. Mustafa Sahibi, je reviens à vous. Donc en 25-30 ans, sur les 25-30 dernières années, est-ce qu'on peut dire qu'on a la même police, le même service, la même approche, la même vision? Et comme je suppose que vous allez répondre non, en quoi? On a la même police, c'est-à-dire c'est un corps qui a des missions définies par la loi. La protection des biens des personnes, donc ça c'est le principe général de toutes les polices, et donc ça fait partie des fondamentaux. Maintenant, ce qui a changé effectivement, pour moi, la césure, c'est l'année 2003, c'est-à-dire les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca qui ont fait 45 morts et centaines de blessés. Je crois que c'est fondamental dans l'historique. C'était un tournant, une rupture, effectivement. Oui, dans l'historique de la politique dans le domaine sécuritaire, je crois que c'est une date importante avec ce qui s'est passé donc à Casablanca, j'y reviens pas. Et rapidement, il y a eu une réaction des pouvoirs publics. La première réaction, c'est celle du souverain. Discours du 29 mai 2003, c'est un discours extrêmement important, avec une grande fermeté, il faut le relire, d'un discours qui donc affirme un certain nombre de positions de principe du Maroc, une volonté de faire face à la menace terroriste, et ça s'est traduit, au-delà du discours, dans les semaines qui ont suivi, par une réarticulation, restructuration de l'appareil sécuritaire. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, il y a eu une réflexion, des mesures qui ont été prises dans deux directions au moins. Première direction, l'unification des centres de décision. C'est comme ça qu'il y a eu donc la création en 2005 du BCIJ, Bureau central d'investigation judiciaire. 2015, oui, mais 10 ans après. Et c'est comme ça qu'il y a eu une unification des services de police, donc avec une mutualisation des moyens, une nouvelle doctrine, une nouvelle approche et le primat donné à la formation des ressources humaines auxquelles vous avez fait référence et à une formation technologique très pointue. Ça donne des résultats. Sur quelle base ça s'est fait? Ça s'est fait évidemment sur le saut dans la technologie, avec tous les éléments que ça comprend, puis ça s'est fait dans la formation humaine. Vous savez, nous avons des effectifs policiers avec des ressources humaines particulières. C'est fini le recrutement du policier qui n'a pas le bac, qui est casé, etc. Nous avons des policiers bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7 dans l'appareil sécuritaire. Des experts avec une extrême spécialisation, et ça donne des résultats. Ça donne des résultats au-dedans au Maroc, on va y revenir, mais ça donne des résultats à l'international, puisque l'appareil sécuritaire marocain se distingue par son efficience, ses compétences, son savoir-faire et une capitalisation. Et c'est comme ça que, dans le cadre de rapports de coordination avec un certain nombre de pays étrangers, la contribution marocaine est tout à fait appréciée et saluée, et que nous sommes donc au premier plan sur ce plan-là, dans la lutte antiterroriste, c'est connu, le Maroc co-préside un certain nombre d'instances internationales, le Forum, etc. Il est en première ligne dans la coalition mondiale anti-Daesh, etc. Et je vois que c'est important. J'ajoute un dernier élément, si vous permettez, dans la politique sécuritaire, il y a une citoyenneté sécuritaire qui est importante. C'est-à-dire, ça se fait avec le soutien de l'ensemble des Marocains. Les Marocains sont divers, pluriels, pluralistes, avec des différenciations géographiques, culturelles, etc. Mais ils se retrouvent en dernière instance toujours pour ce qui est des fondamentaux, c'est-à-dire la paix dans le royaume. Et il y a là une conscience civique importante, et combien d'affaires ont été détectées, réglées, neutralisées avec le concours citoyen. C'est un concours volontaire parce que ça procède d'une fibre citoyenne qui est importante. Le dernier point que vous avez ajouté, c'est ce qu'on appelle en bon français, comme on dit, last but not least. C'est un élément que vous avez ajouté en dernier, mais qui est fondamental, parce que c'est la veille citoyenne et la vigilance citoyenne. On en parlait avant l'émission, colonel Saoud. Alors, je reste avec vous, colonel Saoud. La criminalité transfrontalière organisée, donc c'est un peu votre champ d'expertise, votre créneau. Alors, risque encouru et méthode déployée.
Alors, pour abonder dans ce que vient de dire Simstafa, concernant la rupture après les attentats de 2016, Sa Majesté, 2003, je voulais dire. Sa Majesté avait parlé, il avait employé l'indivisibilité de la sécurité. Et c'est comme ça qu'on a eu une chaîne de sécurité transversale, décloisonnée. La communauté de renseignement, les services de sécurité et évidemment la justice, les autorités administratives jusqu'à l'administration pénitentiaire, dans un système décloisonné qui échange et dans lequel toute la problématique sécuritaire est employée. Ça, c'est très important. Et cette réorganisation structurelle a permis de donner des résultats que l'on sait, dont on n'a pas besoin, puisqu'ils sont reconnus partout. Sur la criminalité transnationale organisée, je ne vais pas vous étonner en vous dire que c'est la criminalité qui a créé sa mondialisation avant la mondialisation par les États. Pourquoi je dis ça ? Les réseaux transnationaux, mafieux et autres. Évidemment, vous produisez de la cocaïne, vous la vendez par tout le monde et vous blanchissez dans un paradis. C'est une mondialisation qui a précédé celle dont on parle maintenant. Eh bien, il y a toujours cette étape d'avance, mais la science a évolué, l'analyse criminelle a évolué, la technologie a évolué de telle manière que à partir d'analyse criminelle, on peut faire ce qu'on appelle des analyses prédictives pour essayer d'anticiper. Ça réussit, ça ne réussit pas, mais c'est toujours une tentative qui est bonne. Et donc, le terrorisme, on le sait, c'est quand même c'est mondial, c'est global. Et le cyberterrorisme encore plus global parce qu'il a permis d'élargir le champ et puis de faire de la viralisation. C'est ça qui a fait que l'Internet ou les réseaux ont fait que l'élargissement et la défrontiérisation du monde, avec la facilité, la rapidité, il en a parlé, et l'accélération des événements. Donc, notre système de sécurité essaye de s'adapter. Il réussit dans la mesure où, évidemment, le renseignement humain, on ne l'a jamais abandonné, mais on le lie avec le... Et c'est ça qui donne une anticipation. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce pays ? Eh bien, on fait des démantèlements préventifs. Ça veut dire, une fois qu'un puzzle est constitué, on le démantèle avant le passage à l'acte. Et dernier point peut-être, dans cette lutte antiterroriste, nos services n'ont jamais atteint à la vie des présumés terroristes. Et ça, pour dire qu'on n'a pas de leçons à recevoir de certaines organisations et pays, le Maroc innove, le Maroc s'adapte, le Maroc invente. Et je pense que c'est des succès qui sont d'abord stratégiques, mais surtout opérationnels, compte tenu de la capacité des ressources humaines policières. Quand je dis policières, avec un grand P. Nous parlons des institutions de lutte qui sont quand même importantes. Et je l'ai dit, la chaîne de sécurité, elle est très élargie. Et elle collabore. Et elle discute et elle cherche la convergence. Alors, Nizar Dardabi, colonel Hassan Saoud l'a dit d'une autre manière, le monde virtuel, c'est pas parce qu'il est virtuel qu'il ne passe pas au réel, et nous nous sentons bien au réel. Alors, nous entendons beaucoup de termes nouveaux que nous ne connaissions pas, et peut-être il y a une dizaine d'années, qui sont la cybercriminalité, la cyberguerre. Et ce que nous savons encore, malheureusement de plus en plus, c'est que pour certaines, la cybercriminalité peut venir aussi de l'intérieur des frontières, et pas uniquement. Mais il y a la cyberguerre qui peut venir aussi de l'extérieur des frontières. Alors, est-ce que vous pouvez exposer ces menaces, donner des définitions précises et exposer ces menaces? Quelles sont ces menaces? Alors, pour parler du champ cyber, il est considéré maintenant comme le nouveau champ de conflictualité entre les pays, donc sans parler du risque cyber intérieur, c'est-à-dire qu'avant, quand les pays
voulait se faire la guerre, voulait attaquer les intérêts des uns et des autres, il passait par le champ conventionnel. Maintenant, le nouveau champ prisé, c'est le champ cyber. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord poser un diagnostic. Quel est l'état de la menace cyber au Maroc et plus généralement en Afrique? Alors, le diagnostic est clair, c'est que l'Afrique est le continent le plus visé par les cyberattaques. Alors, les données de 2022 ont fait état que le nombre d'attaques ciblant des organisations, donc quand je parle organisation, c'est institutions publiques, privées, donc ça englobe toutes les organisations. Donc en 2022, le nombre de tentatives d'attaques hebdomadaires en Afrique, elles sont de 1848 contre 1164 dans le monde. Donc c'est un tiers de plus d'attaques qui touchent uniquement le continent africain. Pour le Maroc, il y a des lacunes auxquelles il faut remédier. Tout d'abord sur le plan humain. Et comment on peut faire? Il faut former, il faut mettre à niveau l'expertise des ressources humaines sur ce plan, et surtout en sensibilisant et en éduquant l'ensemble de la population. D'après les chiffres, actuellement, 40% de la population en Afrique est connectée, en sachant que le potentiel de développement en Afrique, qu'il soit démographique, qu'il soit humain, est exponentiel. Donc on imagine d'ici quelques années combien de personnes seront connectées, et ce sont autant de victimes potentielles. On est connecté à travers notre smartphone, à travers notre ordinateur, mais on est de plus en plus connecté avec ce qu'on appelle l'Internet des objets. Ce sont des objets connectés à la maison. Vous pouvez avoir votre frigidaire qui est connecté, votre robot de cuisine, votre voiture, etc. etc. Et c'est une tendance qui va en s'accentuant. Mais surtout, il faut une prise de conscience globale. Je pense même au niveau politique, que ce soit les acteurs institutionnels, les confédérations comme la CGEM, qui a quand même une aura importante, et on doit pouvoir mettre en place des sessions de formation, de sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne sont pas sensibilisés à ce risque, car finalement le constat actuel, c'est que les plus vulnérables aux attaques cyber au Maroc et en Afrique, ce sont d'abord les TPE et les PME. Alors à côté de ça, je reviens à l'autre volet de votre question, qui concerne les attaques venant de l'extérieur. Alors ce sont en général des attaques qui prennent la forme d'attaques cyber commanditées, donc commanditées soit par un État, soit par un groupe séparatiste, par un proxy, etc. Ce sont des attaques synchronisées et qui visent les intérêts d'un État adverse. Donc ça peut être par exemple, on peut viser le réseau des institutions bancaires, on peut viser aussi les installations électriques, c'est ce qui s'est passé en Ukraine. L'Ukraine a été coupée partiellement d'électricité à cause d'attaques combinées cyber, mais aussi des attaques de missiles. On peut viser énormément de choses comme des administrations publiques allant même à des sites militaires. Alors quel est le but? Oui, le but, rapidement, les Le but de la cyberguerre, en fait, c'est que ça a pour but de porter un coup à l'économie d'un État ou perturber ses services publics pour qu'au lieu de l'attaquer frontalement, une guerre cinétique conventionnelle, on fait ce qu'on appelle la guerre hybride, ou une opération sous le seuil, on l'attaque à travers le cyber sans qu'il y ait risque de représailles et sans que le pays puisse nous dire qu'on a déclenché une guerre directement. Donc en fait, c'est une façon d'attaquer sans risque de contrepartie. Très bien. Un commentaire, Mostafa Sahibi. Après, Hassan Saoud, un commentaire. Une précision, un commentaire. La précision, c'est que pour 2022, on a recensé 300 cyberattaques au Maroc. C'est important, c'est important. Donc il y a là nécessité d'une... Ça fait une par jour ouvrable. Eh oui, donc c'est extrêmement important. Deuxième élément, pour ce qui est du commentaire, c'est la prise de conscience qui est faite au niveau des pouvoirs publics sur une politique de lutte contre les cyberattaques. Et sur ce plan-là, quel est le problème? Le problème, c'est de mettre en place ce que j'appellerais une résilience cyber du Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut améliorer évidemment cette capacité de résistance et de neutralisation de l'attaque. Et je voudrais préciser que c'est une condition de la souveraineté.
Ce qui est nouveau aujourd'hui, vous savez, Sam Resté-Leroy a souvent parlé de la souveraineté, etc. Il y a maintenant le problème de la souveraineté numérique qu'il faut assurer, qu'il faut conforter. C'est l'une des plus importantes. Et il y a des acquis qui sont importants, ce qui est fait, etc. Il y a un dispositif juridique, c'est la loi 0703, avec l'adjonction faite au niveau du Code pénal, les articles 603 3 et 607.1. Donc, on a adapté notre arsenal juridique à ce sujet. Et puis, autre élément, il faut investir dans la durée, de manière continue, non seulement au niveau du secteur public, mais également du secteur privé, où il y a malgré tout de grandes insuffisances quant au principe de précaution face aux cyberattaques. Hassan Saoud. Concernant les cyberattaques, il faut qu'on explique quel est l'objet d'une cyberattaque. La cyberattaque, elle s'en prend à l'infrastructure, premièrement. Elle s'en prend au système, en bloquant le déni de service, le phishing, etc. Mais elle s'en prend aussi à l'information stratégique sur cet espace-là. Cybercriminalité, cyberguerre, à mon humble avis, tout dépend de la virulence du virus. La cyberguerre, c'est des virus qui sont beaucoup plus performants. Et si je donne un exemple, c'est par exemple l'attaque de l'Aramco. 30 000 ordinateurs bousillés d'un seul coup, changement de système c'est ça une cyberguerre. La cyberguerre aussi, c'est évidemment causer des dégâts énormes dans un système pour les institutions stratégiques. La guerre d'Ukraine nous montre maintenant que la cyberguerre est très présente. Songez que maintenant, un drone qui fait de l'information, on le brouille rapidement et puis il devient aveugle. Donc c'est un progrès Mais je pense que Mustapha a parlé d'une chose importante, c'est cette posture hygiéniste. Vous savez, risque zéro, comme dans la vie physique ou dans la vie dans le cyberespace, le risque zéro n'existe pas. Et la seule solution qu'il y a, c'est cette posture hygiéniste de protection. Et je pense que nous avons un organe, le MACERT, qui fait un travail de pédagogie à l'endroit des entreprises, des citoyens et des administrations pour donner des conseils et alerter sur certaines cybermenaces. Alors, est-ce qu'il y a une coopération entre, si je comprends bien, ces menaces concernent tous les pays du monde de la même manière. Absolument. Bien entendu, nous avons des pays qui sont proches, aussi bien sur le plan diplomatique, sur le plan numérique ou sur le plan géographique, d'autres qui sont éloignés. Mais quelles sont les coopérations qui sont développées pour faire face à ces menaces qui, je suppose, ne peuvent être véritablement combattues qu'en groupe? Puisque les criminels attaquent en groupe, eh bien, il faut répondre en groupe. La coopération internationale est un gage de réussite des services de sécurité quels qu'ils soient. Mais sur le cyber, vous savez, on parle d'Internet souverain. Combien de pays ont la capacité d'avoir par la Chine maintenant qui a développé? Je pense que c'est un espace qui est mondial et dans lequel chacun a sa part, il est ouvert, il est démocratique et tout ça. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est la sécurité de ces systèmes-là qui sont importantes. Et le Maroc, je pense, il est quand même assez outillé sur le plan des structures. Nous avons une direction stratégique de la sécurité des systèmes d'information qui fait un rôle important. Il est adjoint par d'autres structures beaucoup plus opérationnelles. Et il y a cette institution de prévention des attaques et de traitement des incidents qui est très... Donc, il y a de la structure, il y a de la stratégie et il y a de l'opérationnalisation dans ce domaine. Maintenant, le meilleur moyen, c'est la prévention, c'est l'hygiène numérique et c'est l'éducation des citoyens. On revient toujours à la vigilance citoyenne, on revient toujours à la prise de conscience citoyenne. Absolument, d'accord. C'est très important. Et la criminalité transnationale organisée a pris une place importante dans cet espace. Le blanchiment. On vend, on fait, mais on blanchit.
je ne parle Alors, pas. c'est la question que je vous posais, Hassan Saoud, et que je vous pose aussi aux autres, à Mustafa Shahimi et à Nizar Daddabi. On parle de criminalité transfrontalière organisée. C'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il n'y a pas une contre-criminalité, une réaction transfrontalière organisée sur le point sur le plan? Non. C'est Alors, normal. Rapidement, comme ça, Mustafa Shahimi, après Nizar Daddabi. C'est la coopération internationale qui fait qu'on fait face à cette mondialisation du crime. Vous avez Interpol, vous avez les polices nationales qui collaborent entre elles dans l'échange de renseignements, dans la production de nouvelles méthodes d'opérationnalisation de lutte. Il y a parce qu'on ne peut pas combattre un phénomène mondial par des actions sous forme d'État individuel, mais de coopération régionale, continentale et mondiale. Et c'est ça le gage de la... Nizar Daddabi, une seconde, Mustafa Shahimi, juste après Nizar Daddabi, pour nous apporter votre éclairage sur cette coopération qui pourrait avoir lieu, qui semblerait ne pas avoir lieu, coopération organisée aussi entre États. Pour combattre, par exemple, question dans l'autre, pour combattre, par exemple, cette désinformation qui est un des outils de la cyberguerre. Désinformation qui vient de l'extérieur. Ça fait deux questions en une. Je voulais revenir rapidement à ce qu'a dit le colonel auparavant sur la coopération en matière de cybersécurité concernant les menaces de cyberguerre. Alors il faut savoir que déjà les cyberpuissances au monde, il y a très peu de pays qui sont qualifiés en tant que cyberpuissance. Il y a un seul classement qui est en vigueur actuellement, c'est l'International Institute of Strategic Studies basé à Londres, qui a fait un classement des 15 superpuissances qui existent à travers le monde. Donc ce sont des puissances qui ont des capacités aussi bien défensives, offensives, que toute l'infrastructure qui lui permet de s'assurer une souveraineté et une sécurité digitale nationale. Le Maroc est en train de se diriger vers cette voie. Et donc pour continuer sur votre deuxième question, effectivement, la coopération internationale pour lutter contre la criminalité transfrontalière, elle est décisive. On ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les réseaux criminels sont interconnectés entre eux. Des criminels au Maroc, des trafiquants de drogue qui, une fois passent la frontière, eux, ils arrivent à s'affranchir rapidement de la frontière, mais pour nos services de sécurité, police, gendarmerie, il y a une limite qui est territoriale. Et donc, on a besoin de cette coopération pour échanger d'abord le renseignement, essayer de connaître plus en profondeur quels sont tous les membres de ce réseau qui sont peut-être dispatchés entre le Maroc, l'Espagne, beaucoup de pays. Et donc c'est pour ça que la coopération en matière de sécurité est très importante. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples, c'est la coopération entre le Maroc et l'Espagne pour lutter contre le trafic de drogue, contre l'immigration clandestine et beaucoup d'autres trafics. Et d'ailleurs, cette... Alors, au-delà, Nizar Daddabi, si vous me le permettez, je vous coupe. Au-delà de cette coopération exemplaire qui existe entre le Maroc et l'Espagne, effectivement, qui pourrait exister avec d'autres pays, mais qui est véritablement exemplaire avec l'Espagne, il semblerait que, selon vous, Mustafa Shahimi, que cette lutte organisée, coopération organisée n'existe pas. Alors pourquoi, d'abord? Et deuxièmement, est-ce que le droit international n'a pas prévu ça non plus? Alors, sur le premier point, j'ai une réserve par rapport à ce qui a été dit par notre invité, notre collègue. Jusqu'à plus ample informé, le Maroc n'est pas intéressé, pour l'heure en tout cas, par une politique offensive. Le Maroc est dans un schéma défensif. Le Maroc n'a aucune visée pour exporter à l'international un certain nombre de mesures pouvant peser sur des situations économiques, politiques, etc. La doctrine marocaine, jusqu'à aujourd'hui, est une politique défensive. Deuxième point, c'est le fait qu'il y a coopération. Vous avez fait référence à la coopération, oui. Le principe, c'est la coopération opérationnelle, mais à la carte. Je donne un exemple. Est-ce qu'on a une coopération pour ce qui est des cyberattaques avec les autres pays du Maghreb? Pas du tout. Avec certains pays africains, c'est limité, etc. Donc, c'est vraiment à la carte. La coopération avec les pays du Maghreb, d'une manière générale, oui, mais il faut le dire. Pas terrible, enfin. Déjà, dans la lutte antiterroriste, vous savez très bien que nous n'avons aucun contact, aucun échange avec le pays voisin de l'Est.
C'est-à-dire, en l'occurrence, l'Algérie, ça a été relevé par nos responsables sécuritaires de différents pays. C'est quand même. Ça a été dit à plusieurs reprises. Ah oui, c'est quand même Alors qu'ils ont préoccupant. signé la Convention des Nations Unies. Tout à fait, ils ont signé, mais ils ne l'ont pas honoré. Donc il y a un engagement, international. Autre point aussi, c'est le fait que nous sommes dans une politique donc, de coopération, je l'ai dit, à la carte, mais nous n'avons pas le souci d'interférer précisément sur le déroulé et la vie politique et économique des uns et des autres. Maintenant, pour ce qui est du droit international, je vais vous faire ce constat à regret, moi qui suis juriste, il n'y a aucun texte international sur la sanction, la répression des cyberattaques. Il n'y en a pas. Vous savez, j'ai encore revérifié. En revanche, ce qu'il y a, c'est simplement l'Europe. C'est l'Europe qui est le continent le plus avancé, avec différents instruments régionaux, etc., qui sont très pointus. Et donc, nous sommes en décalage par rapport à ça. Nous n'arrivons pas, donc, à faire prévaloir... En fait, quand vous dites non, Mustafa Sahimi, ce n'est pas uniquement le Maroc, c'est le monde entier, moins l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est en avance sur ce plan-là, avec une législation, des conventions, des contraintes, des instruments, etc. Alors, pourquoi ça bloque ailleurs ? Qui va imposer à la Fédération de Russie un instrument international imposant des contraintes? Qui va l'imposer à la Chine, sans parler d'autres pays, etc. Donc nous en sommes là. Il faut quand même faire référence au fait des dernières élections américaines. Il y a bien eu une ingérence sur la base de cyberattaques, l'ingérence de la Russie, c'est établi, etc. Plutôt les élections de 2016. Pour les élections de 2016, il faut le dire. Donc c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas. Alors, que faire? Et ce que faire, je doute que la communauté internationale arrive à élaborer un instrument international, une convention internationale, du fait précisément que la situation actuelle arrange les pays non européens, un certain nombre de grandes puissances que j'évoquais, qui ont intérêt à garder dans leurs mains et dans la mise en œuvre de leur diplomatie un outil spécifique qui est celui donc d'une totale liberté de gestion et d'utilisation, d'instrumentalisation des cyberattaques. Hassan Saoud, un commentaire? Il n'y a qu'une résolution des Nations Unies qui peut régler ce problème, mais comme le disait Mustafa, on est encore incapable de produire un arsenal juridique international. Parce que ceux qui sont, si vous voulez, numériquement souverains, ça ne les arrange pas. C'est comme ça. Mais ceux qui sont numériquement souverains sont les plus puissants, ils sont donc aussi les plus menacés. Mais ils veulent se défendre en solo. Mais ils sont aussi ceux qui ont des capacités offensives. Ils sont offensifs, c'est ça l'intérêt. D'accord, ok. Nous avons 5 pays connus qui ont des capacités offensives. Comment voulez-vous que ça doit être les permanents du Conseil de sécurité. Permanents, plus l'Iran, plus voilà. évidemment... peut-être un peu la Corée du Nord, bon, parce que c'est comme ça. Mais le Maroc est, encore une fois, dans une posture défensive, de protection et de production d'éléments pédagogiques pour les entreprises, pour les administrations. Mais nous n'avons pas vocation à avoir une posture offensive. Même pas une coopération entre services de sécurité en dehors ou en dessous de la loi, c'est-à-dire sans qu'il y ait de droit international, une coopération qui existe. Il vous y a sourire, de la donc je suppose que... Oui, dans l'échange. Mais quel est le problème ici? C'est les vols de données stratégiques, les brevets, la recherche. Vous avez vu l'espionnage qu'il y a eu pendant la Covid concernant le vaccin? Oui. Jamais, depuis longtemps, on a vu un tel espionnage tourner autour des vaccins. Et c'est ça. Donc moi, à mon avis, je pense que le problème de l'Internet, il est international. Il ne peut être réglé sur le plan juridique, et j'abonde dans ce qu'a dit mon ami, que internationalement. Mais la réserve, c'est que personne n'y adhérera. Une résolution, il n'y aura pas beaucoup de gens, à part ceux qui n'en ont pas les capacités, qui vont la signer.
Alors, je reste sur ça, je vous coupe, veuillez m'excuser, colonel Hassan Saoud, sur cette question de brevet et d'économie. Je vous pose la question, Nizar Dardavi. Effectivement, il y a un sérieux problème donc, depuis la Covid et même avant, mais disons que c'est la Covid qui a exacerbé ça et qui l'a montré, cette question d'espionnage industriel, pour appeler les choses par leur nom. Vous êtes donc enseignant donc à l'école de guerre économique. Et cette question de brevet, alors le Maroc se développe sur le plan économique, ça je ne vous apprends rien, j'apprends rien à personne d'ailleurs, mais il innove actuellement en matière pharmaceutique et aussi il s'engage dans le domaine industriel. Ça pose un certain nombre de problèmes de sécurité. Quelles sont les menaces donc qu'il faudrait contrer sur le plan de l'intelligence économique? Comment faire? Que fait le Maroc? Est-ce qu'il est déjà intégré là-dedans? Je suppose que oui, parce qu'on lance de ce genre d'industrie quand on a pensé à protéger ses arrières. Oui, exactement. Alors, pour le Maroc, cette question d'espionnage industriel, on va dire qu'elle est assez nouvelle. Le Maroc est un pays industrialisé qui a une industrie automobile, aéronautique qui a connu beaucoup de succès. Et à partir de ce moment-là, on commence à être sous les radars, soit des concurrents, soit de pays qui n'ont pas forcément de bonnes intentions envers nous. Alors, il faut surtout penser que le Maroc peut aussi être victime. Victime soit à l'intérieur du territoire national, soit dans d'autres pays. On sait que beaucoup de grands groupes marocains se sont installés en Afrique de l'Ouest, des banques, des opérateurs téléphoniques, etc. Et plus en fait un opérateur national est en dehors de son territoire, de sa juridiction, plus il peut être vulnérable et peut être visé par des intérêts externes. Alors, clairement, l'espionnage industriel vise à prendre de la documentation, des données, des brevets, etc., pour s'en servir et les développer par une industrie ou plutôt une entreprise concurrente adverse, ou bien ça peut être fait par un État adverse, dans un autre but, toucher à l'image, toucher à la notoriété de cette marque qui est marocaine, qui est nationale, et donc par ricochet, toucher aux intérêts économiques du Maroc. Alors c'est pour ça que l'intelligence économique est très importante. Alors sans faire de cours, donc il faut juste rappeler quels sont les trois piliers essentiels de l'intelligence économique. C'est tout d'abord la veille stratégique, donc connaître tout ce qui se passe dans son contexte proche et éloigné, dans tous les domaines, allant du politique, technologique, concurrentiel, etc. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'influence et le lobbying. Et le troisième pilier qu'on a tendance à oublier, c'est la protection des données personnelles. Parce qu'en fait, dans une entreprise, quelle est la plus grande richesse? On a tendance à dire que ce sont les ressources humaines. Oui, je suis d'accord, mais c'est d'abord les données, les brevets, etc., pour lesquels l'entreprise a passé un certain nombre d'années pour les développer et a fait un certain nombre d'investissements. Merci. Un commentaire, Moustapha Sahimi, sur cette question d'espionnage industriel. Pour dire ceci, nous sommes de plus en plus, me semble-t-il, dans un monde de guerre commerciale et de guerre économique. Et dans ce cadre-là, l'espionnage, évidemment, est un facteur important. Pourquoi? Parce que c'est un élément de compétitivité des adversaires, des groupes économiques, etc. Donc c'est extrêmement important. Alors, savoir ce que fait l'autre pour d'abord l'empêcher, enfin lui mettre des entraves et ensuite faire à la place qu'il y a. Au départ, la préoccupation économique, il n'y a pas espionnage pour le plaisir d'espionner, d'avoir vos données personnelles sur des entreprises, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est les agents qui interviennent dans ce domaine-là, c'est d'avoir des données et des ressources quantifiées, scientifiques, technologiques, pour améliorer leur compétitivité dans un marché international où il y a la guerre, avec ou sans guillemets. Alors, je voudrais ajouter que sur ce plan-là, la prise de conscience existe au Maroc. Elle est importante, elle se fait au niveau de l'État, avec tous les instruments qui sont mis en place, et ça a été évoqué tout à l'heure. C'est également le cas pour ce qui est des grands groupes. En revanche, il y a beaucoup d'insuffisances pour ce qui est des petites entreprises qui ne sont pas armées pour faire face donc à cette situation-là et à prendre des mesures contre cet espionnage économique ou autre. Enfin, un dernier point, il y a l'éducation des citoyens, des usagers.
c'est-à-dire on améliorera notre résilience et notre capacité de faire face à l'espionnage économique et autres, etc., que s'il y a une pédagogie, s'il y a une formation continue des usagers pour qu'ils prennent des précautions pour ce qui est de la gestion de leurs données personnelles et autres. Alors, je voudrais vous faire réagir sur ça, colonel Saoud, mais rapidement, parce que je voudrais aussi vous poser une question sur l'aspect financier de tout ça. L'autorité, donc l'autorité nationale du renseignement financier qui remplace la fameuse unité de traitement du renseignement financier. Donc, une réaction sur l'espionnage industriel, avant de nous dire un mot sur l'action financière. Oui, j'en ai parlé, l'espionnage existe, il a toujours existé, sauf que maintenant, on est dans le cyberespionnage. C'est ça qui a changé. Concernant l'intelligence économique, moi je constate évidemment, et le Conseil économique et social et environnemental en a parlé, nous avons une intelligence économique éclatée. Chaque département fait son intelligence économique, alors qu'aux États-Unis et ailleurs, c'est interministériel. Et je pense que, et c'est la proposition de CESE, de regrouper cette intelligence économique qui est un outil important pour un État dans une structure d'interministérialité importante. Ceci dit, je pense que le Maroc, et vous venez de le dire, s'est doté d'un outil, c'est l'Agence nationale des renseignements financiers, qui fait partie de ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, qui est placée sous la coupe du Premier ministre Chef du gouvernement. Et du chef du gouvernement. Pardon. Et bien, le Maroc a réformé en 2022 cette structure importante et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En étoffant les acteurs, on a ajouté le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des résidents marocains à l'étranger. L'ADJED, on a ajouté évidemment 2 procureurs très importants et on a aussi ajouté évidemment des acteurs de la Banque Al Maghrib et d'autres acteurs importants. Et on a élargi aussi ces compétences, notamment au niveau international, au niveau de la pédagogie pour les administrations, au niveau du contrôle, au niveau de la production de rapports annuels pour le gouvernement et au niveau des échanges. C'est parce qu'on s'est mis maintenant au niveau du GAFI. D'ailleurs, le Maroc... Le groupe d'action financière. On est un élément important dans le groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, je vous coupe parce qu'il nous reste... Et on a quitté la zone grise. Il nous reste un peu moins, très important d'avoir quitté la zone grise. Donc c'est, entre autres, grâce à l'Autorité nationale du renseignement financier. Nizar Dabi, vous êtes un expert donc, dans ces choses-là informatiques. Je vais vous demander un exploit, une prouesse. C'est l'équation intelligence artificielle, sécurité. Vous avez 1 minute. C'est possible de faire ça? D'accord. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'arme dont dispose maintenant tout utilisateur. Donc c'est une technologie qui est nouvelle, elle vient de faire son apparence, elle vient d'apparaître cette année. Les utilisateurs l'utilisent surtout à travers ChatGPT, donc qui permet de faciliter l'accès à l'intelligence artificielle. Mais sur le plan sécuritaire, il faut savoir, et surtout sur le plan de la cybercriminalité, c'est un game changer, véritablement. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle arrive à multiplier les opérations, arrive à, par exemple, pour des codeurs informatiques, le travail qu'ils font en 1 mois peut être fait, synthétisé en 1 journée. Donc, ça suscite une grande crainte de la part des experts, tout simplement parce que les attaques vont s'accélérer. Alors, il y a l'intelligence artificielle et une autre évolution qui arrive très bientôt, c'est l'informatique quantique qui va permettre de multiplier par 100 000, par 1 million, peut-être, le nombre d'opérations que peut faire un ordinateur normal. Donc, par exemple, pour un hacker qui doit, par exemple, pour un mot de passe très compliqué, où il doit passer plusieurs mois, avec l'ordinateur quantique, il peut le faire en 1 seule journée.
Merci. On imagine Merci. tous les défis. Merci Nizar Dadabi, je suis On y- obligé de vous couper. Le temps, malheureusement, ne nous permet pas d'aller plus loin. Encore une fois, merci à vous trois, Nizar Dadabi, à partir d'Athènes, Mustafa Shimi et Hassan Saoud. Un mot global, c'est la sécurité est d'abord et avant tout une affaire de vigilance citoyenne, une question civique. C'est ce qui est revenu de toutes vos interventions sur la question de sécurité. D'abord, avant le service de sécurité, avant tout, c'est une affaire citoyenne. Merci encore à tous de nous avoir suivis dans cette édition spéciale Fête du Trône sur la sécurité. Bonne Fête du Trône à toutes et à tous.